Bonjour, je suis Steve Garry de Montréal. Bonjour, je suis Jean Deglon de Fort Lauderdale. Jean, pourrais-tu nous décrire le rôle d'une association de propriétaires dans la gestion d'un immeuble? Cette association semble beaucoup ressembler à ce qu'on appelle ici au Québec un syndicat de copropriétaires. Ce syndicat est responsable de la gestion et assure la pérennité d'un immeuble. Peux-tu nous expliquer comment fonctionnent ces associations en Floride? Avec plaisir. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a différents types d'associations. Les associations de condominiums et les associations de propriétaires de maisons individuelles. Elles sont très similaires et diffèrent généralement par le contenu de leur règlement. Alors, vous entendrez les termes association ou communauté utilisés pour décrire la même organisation. Dans de telles associations, les propriétaires sont responsables de manière égale de la maintenance des zones communes comme l'herbe, les arbres, le toit, l'extérieur des bâtiments, les routes, si elles sont la propriété de la communauté, la piscine, la sécurité d'accès. Les propriétaires payent des frais tous les mois ou tous les 3 mois. Ces frais sont appelés HOA fees ou maintenance fees et peuvent varier de 50 à peu près $1,000 par mois. Je comprends. Et j'ai aussi entendu que certains propriétaires étaient amenés à payer d'autres frais. Qu'est-ce donc que ces frais supplémentaires? Alors, en effet, comme les propriétaires sont responsables de manière égale à l'ensemble de la communauté, si de gros travaux doivent être entrepris, les propriétaires doivent partager les frais. Alors, ces frais sont appelés assessments et doivent être planifiés par l'association et des réserves doivent être constituées afin de couvrir les factures. Par exemple, le toit doit être refait tous les 20 à 30 ans, les ascenseurs doivent être remis aux normes, les routes doivent être faites. Il est donc primordial de contrôler les comptes de l'association avant d'acheter. Excellent. Tout cela est très clair. Et qu'en est-il du droit des propriétaires de modifier leur jardin, de repeindre leur bâtiment ou d'être en possession d'animaux? Alors, excellente question. Nous entrons dans le sujet des règlements de l'association. Ceux-ci sont appelés bylaws et covenants. Il y est par exemple décrit comment l'association est gérée, comment se déroulent les meetings, les couleurs acceptées pour les portes d'entrée, portes de garage, les façades, et si vous avez le droit d'étendre le linge, d'avoir une antenne satellite, la hauteur des haies, des arbustes et quels animaux sont autorisés. Il est donc très important que votre agent vous assiste pour obtenir ces documents à l'avance pour pouvoir les étudier. Si vous les acceptez, vous devrez généralement les signer et vous devrez suivre les règles. Si vous ne les acceptez pas, alors il faut annuler la transaction et rechercher une autre propriété. De manière générale, chaque association possède des règles différentes. C'est sûr qu'il faut bien se renseigner. Merci de ces explications. Pour les condos, c'est très clair. Pour les maisons individuelles, comment cela se passe-t-il? Alors, ce que je viens d'expliquer s'applique également aux associations de propriétaires de maisons individuelles. La différence est souvent dans l'existence de certaines zones communes à disposition, comme la piscine, la salle de fitness, le court de tennis, le clubhouse. Et aussi le système de sécurité adopté par l'association. Barrières et contrôle d'entrée par des gardes, barrières et entrée avec un badge seulement et un système de téléphonie pour les invités, ou pas de barrière du tout. Les communautés avec barrières sont appelées gated community. Donc, en résumé, c'est une communauté clôturée ou pas clôturée. Et je profite aussi de l'occasion pour mentionner que pour les maisons individuelles, il existe aussi des zones où il n'y a pas de communauté du tout. Je vois, je comprends mieux maintenant. Mais alors, au final, quels sont les avantages de résider dans une communauté par rapport à une zone sans communauté? Alors, je vais utiliser des extrêmes pour illustrer les différences. En résumé, s'il y a une association, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec votre propriété. Et grâce à cela, la valeur immobilière de la communauté est conservée. Sans association, chacun est libre et fait ce qui lui plaît, dans les limites des réglementations de la ville et du comté, bien sûr. Alors, ceci peut amener des situations difficiles, comme un voisin qui possède 15 chiens qui aboient toute la journée, ou une maison abandonnée juste à côté de la vôtre. Donc, la solution idéale est toujours au milieu des deux extrêmes. Lors de la sélection des propriétés, l'agent doit faire attention aux besoins et désirs de ses clients. Il doit avoir posé les bonnes questions lors des entretiens afin de savoir immédiatement quel genre de propriété il peut proposer. Super, merci. Je pense maintenant aux investisseurs ou aux acheteurs qui désirent acheter maintenant et louer quelque temps avant de profiter de leurs biens. Est-ce possible? Alors, bien sûr, mais encore une fois, l'agent doit faire son travail de recherche. Toutes les communautés n'acceptent pas la location. Alors, de manière générale, nous avons les cas suivants. Pas de location autorisée du tout. Une location autorisée après un certain nombre d'années, en général une année. La location autorisée avec des quotas à respecter, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les quotas de la location de l'association n'ont pas été atteints. La location autorisée avec restriction, comme par exemple pas plus d'une fois par an.
et la location autorisée sans restriction. Donc, toutes ces informations peuvent être obtenues auprès des associations. Cela me fait penser aux locations à court terme. Ici, en Floride, il y a beaucoup de locations de ce genre pour les touristes et cela peut devenir un problème si l'acheteur n'y a pas pensé avant d'acheter son condo dans une association où cela n'était pas autorisé. Qu'en est-il au Québec? Bonne question, Jean. La réponse est que ça dépend de la déclaration de copropriété du regroupement. Si la location est permise, la durée de temps va être mentionnée dans la déclaration de copropriété. Et assez souvent, c'est pour un minimum d'1 an. Ne pas respecter la déclaration de copropriété est grave et le propriétaire s'ouvre à des amendes importantes de la part du syndicat. Et aussi, tout à fait, aussi important, c'est l'impact sur les assurances de la copropriété. Si l'assureur interdit la location à court terme en autrement villégiature moins que 31 jours, ou même si le syndicat ne réussit pas à contrôler ce phénomène, l'assureur pourrait carrément annuler la couverture de la bâtisse au complet, allant jusqu'à refuser de payer un sinistre éventuel pour l'avoir contrevenu au contrat d'assurance. Wow. Ceci pourrait être désastreux pour tous les propriétaires, spécialement si plusieurs unités sont affectées. C'est vraiment déconseillé donc de prendre ça à la légère. Un condo, c'est une communauté de gens. Il ne faut pas oublier, les gestes d'un peuvent avoir un impact sur le reste des copropriétaires. Donc, il faut s'informer en avance et suivre les règles de l'immeuble, en particulier lire la déclaration de copropriété. Ah, je vois, c'est sérieux, c'est aussi sérieux qu'en Floride. Merci beaucoup de ces précisions. De quoi allons-nous parler la prochaine fois? Notre prochaine session s'intitule « Quels sont certains aspects fiscaux d'une transaction immobilière en Florida ?» Super. Merci beaucoup, Steve. Alors, à la prochaine. À la prochaine, Jean.